Un dictateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui impose des choses. Dans le mariage, on n'impose pas les choses. Dans le mariage, on collabore. On collabore. Donc il faut aussi écouter les idées de l'autre. Si c'est bon, vous les mettez en application, ça marche. Parce que vous êtes intime. Comment savoir si un homme est vraiment prêt pour le mariage? Comment on peut savoir si un homme, comment moi, comme homme, je peux savoir que je suis vraiment prêt déjà pour le mariage? L'homme est prêt pour le mariage lorsque d'abord cet homme est capable de conjuguer les verbes quitter. Quand vous avez à la maison, à la tête d'une maison, un mauvais dirigeant, les conséquences vont venir, les conséquences seront aussi désastreuses. Parce qu'il y a un mauvais dirigeant. Parce que c'est quoi être un bon chef? Un bon leader ou un bon mari, c'est quelqu'un d'abord qui connaît les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles. Parce que comment veux-tu diriger les mariages qui n'est pas seulement quelque chose de physique, qui est quelque chose d'abord spirituel? Comment est-ce que tu veux diriger les gens si toi-même, tu n'as pas un esprit supérieur en toi? Pourquoi il y a tant de couples, je peux dire les couples pastoraux, qui se divorcent? Nous avons des dégâts terribles aujourd'hui. Vous allez voir un couple en train de bien émerger, mais l'homme prie ailleurs et la femme prie ailleurs. Mais sache-les que quelqu'un qui est capable de contrôler la vie spirituelle de ta femme, cela veut dire que cette personne-là contrôle ta femme. Et un homme qui contrôle ta femme te contrôle directement. Alors, petite histoire, Patrick, c'est un homme charmant, élégant, qui travaille dur et aussi il est beau. Il a fait connaissance avec une demoiselle appelée Ruth. Ruth, c'est plutôt une fille jolie, charmante, calme dans son coin. Il y a eu un coup de foudre entre les deux jeunes et ils se sont décidés de se mettre ensemble, l'histoire de se connaître. Et le courant s'est passé tellement bien, tout le monde enviait leur couple. Dieu les a bénis et ils se sont décidés de se marier. Mais Patrick, avant le mariage, avait une routine du week-end. Donc, chaque week-end, il se rendait avec ses amis dans le boîte de nuit, histoire de se détendre, de s'échanger des idées, vu que la semaine était souvent chargée. Les semaines, je pourrais dire, étaient souvent chargées. Mais cela ne plaisait pas à Ruth. Ruth se plaignait, mais Patrick était tellement catégorique, il ne voulait pas changer. Ruth a fait savoir le problème aux membres de la famille, à leurs parents de mariage, voire même à l'église, surtout au pasteur. Mais Patrick, pour lui, il se disait que Ruth avait pour objectif de le séparer avec ses amis. Alors, l'attitude de Patrick nous montre qu'il n'était pas préparé avant de s'engager. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la préparation des hommes au mariage. Stay tuned. Salut à vous, salut Yada, bonne année, paix, succès, santé. Aujourd'hui, je partage ce plateau avec mon confrère Erasto Mikej. Bonsoir Erasto. Bonsoir, Bonne Madame année. Elisabeth. En tout cas, très habillée et très bien parfumée. Bonsoir la famille. Nous sommes là. We are on. Bonne année. Vraiment. Santé. Ah, santé Nangolo. Prospérité. En tout cas, tout va bien. Bénédiction. Amen, Aziamo. Alors, c'est un réel plaisir d'être avec toi. Vraiment. Au début du mois, au début de l'année 2026. C'est vraiment une grâce. Comment tu vas, toi? En tout cas, par la grâce de Dieu, tout va bien, tout marche. Santé, famille, travail. En tout cas, Dieu nous fait grâce jusqu'ici. On peut dire Ebenezer. Yeah. Alors, tu as quelque chose à nous dire ce soir? Yeah, j'ai quelque chose à dire. Pour les gens qui nous suivent à la maison, Yada TV, on sait que vous êtes en train d'attendre ça, mais on est déjà là, on. En tout cas, toi qui nous suis, je viens de voir pour toi. S'abonne-toi ici à YouTube, clique dans la cloche des notifications, nous suis encore à Instagram, Yada USA et TikTok, en tout cas, pour rester branché, parce qu'il y a beaucoup de surprises qui vont venir ici dans notre chaîne. Donc, restez branchés, c'est ça que je peux vous dire. L'invité du jour, nous avons Monsieur Fortune Loko, né en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, marié depuis 14 ans à Madame Achaluzolo. Il est médecin biologiste. Il a été en tête d'un centre médical en Angola nommé Joséphina et actuellement il travaille
Amen Medical Center. Il est superviseur au sein du département de l'environnement. Bonsoir, Monsieur Fortuné. Bonsoir, Maman Elisabeth. Comment allez-vous? Oui, je vais vraiment très bien. Je suis très content. Je suis vraiment honoré d'être là ce soir. Je suis content d'être là avec vous tous, Monsieur Mikeach et Maman Elisabeth. Bonne année. Bonne année à toi. Merci. Et vraiment, je suis dans la joie parce que ma première fille aussi s'appelle Elisabeth. Oh. Ma mère aussi s'appelle Elisabeth. Donc, quand je suis entouré par d'Elisabeth, donc je suis vraiment dans la joie d'être là ce soir. Merci de nous avoir honorés. Merci d'accepter cette invitation et que le ciel vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, on vient d'écouter votre biographie, on peut dire. Vous êtes marié depuis 14 ans avec une femme extraordinaire parce que je la connais personnellement. C'est une femme très charismatique. J'adore son charisme. Comment est-ce que vous avez su que... comment est-ce que vous l'avez su? Ouais, c'est une très bonne question, premièrement. Je suis marié, ça fait maintenant 14 ans que je suis marié, mais aucun jour de ma vie, j'ai eu à regretter pourquoi est-ce que je me suis marié. Je ne sais pas si c'est différent pour les autres, mais pour moi, c'était quelque chose de spécial. Je me disais que j'ai toujours entendu parler du coup de foudre, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait, en fait. Donc, comme Patrick et Ruth, quoi. Yeah, mais ces jours-là, quand je me suis croisé avec ma femme, mon épouse, c'était vraiment les coups de foudre. Parce que le jour que nous nous sommes rencontrés, et après notre rencontre, le jour suivant, je suis allé la présenter à ma mère. Et les jours d'après, je suis allé la présenter à ma tante. Et après quelques mois de fiançailles, entre guillemets, nous nous sommes mariés. Wow. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes errés et nous avons maintenant pratiquement 5 enfants. Et nous sommes vraiment un couple erré. Nous nageons dans le bonheur. 14 ans, il y a eu des hauts et des bas. Ça, personne ne peut dire le contraire. Mais nous nageons dans le bonheur. C'est très bien. Selon vous, comment est-ce que vous définissez d'abord le mariage? D'abord, selon moi, je n'aime pas trop dire selon moi, parce que le fondement du mariage, c'est d'abord la Bible. Et nous devons chaque fois, étant que chrétiens, étant qu'enfants dédiés, étant que serviteurs dédiés, nous devons recourir d'abord à ce que l'idée principale, l'auteur du mariage. L'auteur du mariage, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et par exemple, en Genèse 2, verset 23, si on peut lire la Bible, on peut commencer par là. Nous pouvons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci en Genèse. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous vraiment l'idée première depuis le jardin d'Éden, c'est Dieu qui a pris l'idée de mettre des êtres ensemble. Déjà au commencement, Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu a pu constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela veut dire que quand on est seul quelque part, il y a une moitié de soi qui n'est pas avec soi. Alors, l'homme est devenu complet lorsque la femme était là. Parce que la femme, c'est ce que nous appelons, c'est l'aide semblable. Elle est là pour te compléter. Elle est là pour vraiment, pour que ton équilibre soit parfait. Parce que quand on n'est pas marié, c'est comme, on peut dire, lorsqu'une chaise n'a que 3 pieds, tu es déséquilibré. Mais lorsque la femme vient pour combler, pour compléter et pour mettre de l'équilibre dans la vie d'un homme. Vraiment, le mariage, c'est quelque chose de bon et d'extraordinaire. C'est quelque chose vraiment que nous souhaitons, que moi je souhaiterais à tout le monde d'être marié que de ne pas être marié. Wow, c'est rare. Mais Papa Loco, tu as remarqué, tu moni, et puis ça se passe souvent, il y a
beaucoup de séparations. En tout cas, il y a des divorces, le Colombo, et puis c'est devenu normal. Et si on ne va plus faire d'efforts, maintenant, tout acquis, donc on ne va plus se prendre la tête. Selon vous, pourquoi il y a tant de divorces? Merci encore pour cette question. Vraiment, il y a tant de divorces. D'abord, nous devons toujours recourir à certaines choses au début. Qu'est-ce qui a fait que les gens puissent être ensemble? Et pourquoi est-ce que ces gens-là sont ensemble? Est-ce qu'ils étaient prêts pour être ensemble? Parce que quelque part ici, je venais de lire en Genèse, on dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. D'abord, il y a un verbe qui est là, le verbe quitter. Le verbe quitter. Nous avons beaucoup de divorces aujourd'hui parce qu'il y a certains hommes qui sont dans le mariage, mais ils sont immatures. Ils sont irresponsables. Quand nous regardons la parole de Dieu, il dit, c'est pourquoi. L'élocution conséquente qui est c'est pourquoi, veut dire tout simplement que quand on dit c'est pourquoi, c'est une locution des conséquences. Cela veut dire que c'est la conséquence de ce qui a été déjà dit avant, en amont, pour qu'en aval, qu'on puisse avoir la conséquence. Qu'est-ce qui a été dit en amont? Ou bien qu'est-ce qui a été dit en avant? La parole de Dieu dit ceci. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, quand un homme qui est dans la maison de son père et de sa mère commence à comprendre que je dois chercher quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est os de mes os, à ce moment-là, la conséquence doit venir. Et la conséquence, c'est pourquoi. C'est le c'est pourquoi. Quand le c'est pourquoi vient, et le verbe quitter doit se conjuguer. Donc, quand un homme n'arrive pas à quitter la maison de son père et de sa mère, il n'est pas encore prêt pour se marier. Parce que quand je vois le verbe quitter, quand on dit que l'homme quittera, le verbe quitter, ce n'est pas seulement le fait de quitter physiquement la maison de son père et de sa mère. Ce n'est pas seulement le fait d'aller louer une maison à soi. Non. Le verbe quitter ne veut pas seulement dire ça. Quand on dit quitter, cela veut dire qu'il n'y a pas que ton physique qui quitte, mais c'est d'abord ton spirituel qui doit quitter. Tu dois réellement quitter. Ton esprit doit quitter la maison de ton père et de ta mère. Donc, cela veut dire tout simplement, quand on quitte la maison de son père et de sa mère, c'est à ce moment-là qu'on devient un homme mature, un homme responsable, un homme capable de se marier. Et c'est à ce moment-là seulement que tu peux faire un mariage réussi. Parce que quand un homme est à la maison de son père et de sa mère, la maison de papa et de maman, c'est là qu'on est formé. C'est un centre de formation que moi je l'appelle. Parce que quand on est à la maison de papa et de maman, il y a des choses qu'on ne peut pas manquer. Parce que quand tu manques certaines choses dans la maison de papa et maman, tu iras au mariage comme étant un homme déformé. Or, quand tu es un homme déformé dans le mariage, c'est là même la source des divorces que nous voyons aujourd'hui. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui pour le futur foyer, nous avons le foyer, un foyer a la responsabilité de former les hommes capables de demain, de former des femmes capables de demain, qui vont tenir le mariage, qui va tenir le flambeau que nous appelons le mariage. Parce qu'un homme, un enfant, par exemple, qui a été mal encadré dans la maison de son père et de sa mère, qui a été, permettez-moi le terme que je vais utiliser, qui a été babyfié. Parce qu'on ne babyfie pas les enfants, mais on éduque les enfants selon le Seigneur. Montre les enfants la voie qu'ils devraient suivre pour que quand ils vont grandir, qu'ils ne vont pas se détourner. Vraiment, vraiment. Alors, quand ces enfants-là sont en train de grandir dans la maison de papa et maman, et l'enfant, en grandissant, il est en train d'acquérir certaines choses. Il est en train de voir papa, comment est-ce que papa gère la maison. C'est en se référant à papa que l'enfant va avoir la capacité d'agir comme un homme. La fille, en se référant à maman, c'est de cette façon-là que la fille va être en mesure de tenir son foyer. Parce que papa et maman sont des modèles. Sont les premiers modèles que nous voyons ici quand nous venons dans ce monde. Sont les premiers modèles. Mais quand tu sens que je suis maintenant adulte, je suis maintenant mature, je suis maintenant mûr, je dois quitter la maison de papa et maman,
tu dois être sûr de ce que tu fais. Tu dois être vraiment sûr de ce que tu fais. Parce que quelqu'un qui quitte la maison de son père et de sa mère ne doit plus dépendre de ses parents. Financièrement, tu ne dois plus dépendre de tes parents. Émotionnellement, tu ne peux plus dépendre de tes parents. Pourquoi je dis émotionnellement? Parce que vous allez voir certains hommes qui sont déjà mariés, il est dans le mariage, mais chaque fois quand il a une décision importante à prendre, il doit aller consulter maman. Il doit aller consulter papa. Et là, dans ce sens-là, ou dans ces cas-là, nous voyons que l'homme a quitté, c'est son corps qui avait quitté, mais ses émotions, son esprit encore à la maison de papa et maman. Donc, le verbe quitter ici, c'est vraiment dans sa totalité. Quand tu quittes la maison de ton père et de ta mère, tu ne dois plus dépendre de là. Tu ne dois plus être en mesure. Tu peux aller voir tes parents. Tu peux les appeler pour savoir prendre de leurs nouvelles. Mais tu ne dépends plus de tes papas. Tu ne dépends plus de tes parents. En tout cas, merci Papa Loco. Nous sommes déjà dans cette bain-là. En tout cas, au moins, c'est du colo. Hein? On a beaucoup de questions posées, mais on va aller vite et vite sur les questions et dans les réponses. Nous connaissons tous, nous sommes dans une société où on parle qu'on prépare seulement la femme. On dit que nous sommes tous grandis à voir que seulement la femme, quand on dit mariage, on voit la responsabilité, c'est beaucoup basé dans la femme. La femme doit savoir préparer, doit être respect, doit avoir le respect devant son mari, doit savoir organiser la maison. Mais maintenant, je vais dire, parce que nous sommes en train de parler des hommes aujourd'hui, comment savoir si un homme est vraiment prêt pour le mariage? Comment on peut savoir si un homme, comment moi, comme homme, je peux savoir que je suis vraiment prêt déjà pour le mariage? Quelles sont les choses que je dois régler à moi et savoir que je suis vraiment prêt pour le mariage? Ouais, vraiment encore vraiment une très bonne question encore. Donc c'est toujours, je vais un tout petit peu recourir par rapport à ce que je venais de dire maintenant, et puis je vais compléter autre chose. Yes, papa. Donc c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ce que je venais de dire tout à l'heure. L'homme est prêt pour le mariage lorsque d'abord cet homme est capable de conjuguer les verbes quitter. Parce que je vais te dire une chose, aucune femme digne de ce nom accepterait d'être avec un homme chaque fois quand il y a un grand problème ou il y a un problème dans sa maison, que cet homme-là doit recourir pour aller parler à sa mère. Yes. Alors, l'homme a une grande responsabilité. Étant que chef de la maison, il a une grande responsabilité de conduire la maison, de diriger la maison, d'orienter les choses dans la maison. Mais pour bien orienter les choses dans la maison, l'homme doit être formé. Vraiment. L'homme doit être formé. L'homme doit être mature. La maturité doit être là. L'homme doit être mature. Parce que l'immaturité de l'homme amène la décadence dans les couples. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de cas de rupture, beaucoup de cas de divorce, beaucoup de cas de séparation. Mais quand vous regardez au fond, les gens ont tendance à condamner les femmes en disant que non, les femmes sont des fautives. Mais quand vous regardez au fond, vous allez comprendre que quelque part, il y a eu une immaturité de l'homme qui a conduit au divorce. Yes. Parce qu'il y a un adage qui dit, il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais dirigeants. Quand vous avez à la maison, à la tête d'une maison, un mauvais dirigeant, les conséquences vont venir, les conséquences seront aussi désastreuses. Parce qu'il y a un mauvais dirigeant. Parce que c'est quoi être un bon chef? Un bon leader ou un bon mari, c'est quelqu'un d'abord qui connaît les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît les choses spirituelles. Parce que comment veux-tu diriger les mariages qui n'est pas seulement quelque chose de physique, qui est quelque chose d'abord spirituel? Comment est-ce que tu veux diriger les gens si toi-même, tu n'as pas un esprit supérieur en toi? Si tu n'as pas Dieu en toi? Tu ne peux pas seulement être l'homme, comme on dit, un chef qui vit avec les foufous, qui vit avec les poissons. Mais tu dois d'abord être un chef spirituel. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans les couples. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans la plupart de nos églises, dans les églises locales, vous allez voir que 98% ou 99%, ce sont les femmes qui remplissent les églises. L'homme est démissionnaire. L'homme est démissionnaire. Celui qui commande le monde spirituel
commande aussi le monde matériel. Pas pour vous couper, parce que nous sommes dans une conversation. Ouais, Donc, vous voulez dire qu'un homme qui a une vie spirituelle faible ne peut pas diriger une mariage? Parce qu'on voit aussi les hommes qui ne sont pas peut-être chrétiens, mais ils sont en train de tenir avec leur mariage. Est-ce que la vie spirituelle faible, la faiblesse spirituelle empêche un homme d'être un bon leader ou avoir un mariage erré? Merci beaucoup de votre intervention. C'est vraiment ce que je suis en train de dire. Vous allez voir, nous avons des dégâts terribles aujourd'hui. Vous allez voir un couple en train de bien émerger, mais l'homme prie ailleurs et la femme prie ailleurs. Mais sache-les que quelqu'un qui est capable de contrôler la vie spirituelle de ta femme, cela veut dire que cette personne-là contrôle ta femme. Et un homme qui contrôle ta femme te contrôle directement. Vous allez comprendre que les occultistes, les gens qui sont dans les sciences occultes, pour bien avoir leurs collaborateurs, ils cherchent directement à voir d'abord leur femme. Quand quelqu'un a ta femme, il a ta vie entre tes mains. Mais comment toi, tu peux comprendre ça? Un homme que tu es, un chef que tu es, un leader que tu es, ta femme est plus spirituelle que toi. Celui qui est plus spirituel que toi te domine physiquement. Comment tu laisses le monopole de la prière à la femme? Ça, c'est le secret de Dieu. Ça, c'est le secret des chefs. Tu ne peux pas laisser le monopole de la prière à la femme. Parce que quand la femme va prier, elle augmente une dimension spirituelle. Et plus que la dimension spirituelle de la femme augmente, plus que tu es en train de perdre le contrôle. Et c'est pour cela que nous voyons aujourd'hui l'inversement des valeurs dans les couples. Je vais vous donner un exemple concret. L'homme, c'est le visionnaire de la maison. Abraham, assis dans la chaîne de Mamré, il y avait 3 hommes qui venaient, en train de passer. Il ne dit pas, ils étaient à 3, mais Abraham ne dit pas mes seigneurs, il dit mon Seigneur. Parce que Abraham était un homme spirituel. Il était un homme qui avait la vision. Il pouvait comprendre que ça, ce n'est pas 3, ce n'est qu'un seul, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et quand il a dit à ces hommes-là, asseyez-vous, je vais préparer quelque chose pour vous. À la fin, ces hommes-là ont dit, nous allons revenir à la même année, ta femme aura un enfant. Et Sarah, la femme d'Abraham, dans la cuisine était en train de rire parce qu'elle ne croyait pas, vu son âge. Mais ce n'était pas la foi de Sarah qui avait donné Isaac. C'était la foi d'Abraham. C'est ça un homme. Quand un homme, c'est un leader spirituel, il amène sa famille vers une autre dimension. Il amène sa famille vers une dimension spirituelle. C'est pour cela, tu vas voir que aujourd'hui, nos femmes sont manipulées par les pseudo-pasteurs. Nos femmes sont manipulées par les pseudo-prophètes. Vous allez voir, par exemple, je vais donner un exemple typique. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Les respects chez nous, les Bantous, commencent par la façon qu'on vous appelle. Vous allez voir jamais une femme appeler son pasteur par son nom. Mais toi, par exemple, tu vas voir aujourd'hui dans notre société, les femmes appeler leur mari par leur nom. Sarah n'appelait jamais Abraham Abraham. Il disait mon Seigneur. Il disait mon Seigneur. La façon dont la personne t'appelle, c'est le niveau de respect que la personne est en train de te donner. Aujourd'hui, les femmes que nous avons, nos femmes à la maison, respectent plus les hommes de Dieu. Mais le premier homme de Dieu de la maison, c'est toi. Ta femme ne peut pas aller consulter un autre pasteur sans pour autant te consulter toi à la maison. C'est pour cela qu'un bon leader doit d'abord être un leader spirituel avant d'être un leader physique. Donc ta femme doit commencer d'abord à croire à ton Dieu, à croire en toi avant d'aller croire à d'autres hommes dehors. Maintenant, si on dit que merci pour cette réponse. À part les côtés spirituels, là, quand on dit que, parce qu'on sait, quand une femme va se marier, les mamans s'assurent, il faut y avoir lamba, il faut y avoir bongsandaku, il faut y avoir ça la boué. Oui, donc, j'ai dit quelque chose qui est très important. Un homme doit être vraiment un leader spirituel. Ça, c'est vraiment, j'appuie. Mais à part la partie spirituelle, quelles sont les autres astuces qu'un homme doit régler pour dire que maintenant je suis prêt pour le mariage? Et moi, j'aimerais ajouter une question aussi, si ça ne vous dérange pas. Non. Vous avez dit sur la personnalité spirituelle. Donc, l'homme, on peut dire, c'est vraiment l'image. C'est le premier, je peux dire, le premier pasteur de la maison. Mais non, pourquoi il y a tant de couples, je peux dire le couple pastoral, qui se divorcent, je peux dire.
il y a des séparations, il y a des pasteurs qui se sont remariés, il y a des prophètes qui se sont remariés. Alors, ils viennent prêcher dans l'église, mais au sein de leur famille, ils n'ont pas cette, je pourrais dire, autorité, ou bien, je ne sais pas comment vraiment le dire. Pourquoi cet déséquilibre? Merci pour ce point. Je vais commencer par répondre par sa question parce que ça va de pair avec ce que je venais de dire. Après, je vais revenir chez vous. Et il y a une chose que vous devez comprendre. C'est quoi, au fait? La Bible dit ceci. Quand vous allez en Éphésiens, vous allez commencer à partir du verset 22, Éphésiens 5, verset 22. La Bible dit, Marie, aimez votre femme. Mes femmes, soyez soumises. Quand la Bible demande quelque chose, cela veut dire que cette chose-là n'est pas à l'intérieur de la personne. La Bible demande à la femme d'être soumise parce qu'à l'intérieur de la femme, il y a les gènes de la rébellion. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. Une femme n'est pas facile à des fois à diriger ou à manipuler, surtout quand on est un homme autoritaire, quand on est un tyran, quand on est un dictateur. Parce que la femme ne supporte pas la dictature. La dictature ou la tyrannie réveille la rébellion, les gènes de la rébellion qui est caché à la femme se réveillent à ce moment-là, quand la femme se sent acculée. Alors, moi je dirais ceci, quand vous n'arrivez pas à gérer la femme, quand vous arrivez au fait à vous imposer par rapport dans le mariage, ça va créer une rupture. Et la rupture qui se créera fera que la femme va commencer à ne plus vous obéir. Parce que la femme fonctionne avec quelques principes qui sont vraiment pratiquement basiques. D'abord, premièrement, l'amour. La femme a besoin de se sentir aimée. C'est pour cela que la Bible recommande ou la Bible oblige à l'homme d'aimer la femme. Mais Dieu ne demande pas à la femme d'aimer l'homme. Dieu dit à la femme, soyez soumise. Parce que la soumission ne fait pas partie de la femme. La femme est rebelle de nature. Alors, ne pousse pas à ce que cette rébellion qui était endormie à la femme de se réveiller. Quand est-ce que cette rébellion pourra se réveiller? C'est quand l'homme arrive à manifester son autorité d'une autre façon. Parce que l'autorité de l'homme, tu es chef de la maison, mais étant que chef, tu as l'obligation de protéger ta maison, de protéger ta femme, d'orienter les choses, de ne pas imposer les choses, de ne pas dominer sur la femme, mais d'orienter les choses, d'écouter aussi la femme. Et quand vous faites ça, vous allez voir que vraiment les choses fonctionneront comme sur des roulettes, comme on dit. Alors, Papa Mikesh, j'ai un peu oublié votre question. Oui, j'ai parlé parce qu'on voit, vous avez touché des points très essentiels qui est la vie spirituelle, qu'un homme doit être un leader dans le côté spirituel. Que je pense que moi aussi, je suis d'accord avec vous. C'est très important d'un homme avoir cette leadership-là, un homme qui prie, qui connaît la parole de Dieu, qui fait les choses pour, que je peux dire, qui est obéissant devant Dieu. Voilà. Parce que si tu es obéissant devant, tu vas savoir que non, Dieu ne veut pas que je puisse faire telle chose, donc je ne peux pas faire telle chose dans ma femme, je ne peux pas taper ou trahir même ma femme. Voilà. Maintenant, je veux dire, à part la partie spirituelle, voilà, quelles sont les autres astuces qu'un homme, merci, j'aime bien. Il y a des choses que la lingala, ça fait encore du bien. Moi, nobody teach us. Faut ça la paix boy. Faut ça la paix faut ça la paix boy. Faut ça la paix peut-être hygiénique. Faut pas ça la boy. Donc, quels sont les autres artistes là qu'un homme doit savoir et peut dire que je suis mal prêt pour le mariage? Et vraiment, merci à part encore. La partie spirituelle. Merci beaucoup pour la question. À part la partie spirituelle, parce que ce que nous devons savoir, les chrétiens échouent beaucoup dans le mariage parce que les chrétiens pensent que le mariage, c'est seulement le spirituel. Le mariage, ce n'est pas seulement le spirituel. Nous devons savoir séparer les choses. C'est comme on dit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Yes. Quelle est ta part étant qu'un homme? Tu t'es marié pourquoi? Pourquoi est-ce que tu t'es marié? Il y a des obligations que tu dois satisfaire dans les mariages. Yes. Ce sont des devoirs. Il y a des devoirs dans les mariages. Il y a des droits et des devoirs. Donc, quand tu n'arrives pas à satisfaire certains devoirs, ça crée des problèmes, ça crée des conflits, ça crée
ça peut arriver même dans la séparation. Donc, la première des choses, pour se dire que Naza prêt pour Nabala, c'est la maturité d'abord. Un homme doit être mature. Un homme doit être responsable. La responsabilité vis-à-vis de soi-même, la responsabilité vis-à-vis de la femme qu'on va épouser. Parce que tant que tu es Kobala, au Bali Moisi, tu vois l'échantillon, la femme, mais tu n'épouses pas seulement la femme. Au Bali na libota na mobimba. Tant au Bali Moisi, au Bali ka Moisi te. Au Bali batonyo so bazana simanae. Na ba cousin au bazana ba kwango Bali bango. Donc, elle a dit nini que quand la femme vient chez toi, likambunyo se ko na libota na ye, et ko ya butu ko ya moi, tu dois être là, tu dois participer. Si pas financièrement, moralement ou spirituellement. Tu dois être là. Et c'est ça, ça montre comment à un niveau et là c'est que tu es responsable. Et là c'est que tu es responsable. Donc la responsabilité quand tu prends, on dit papa babi na ye na eko bala mwana na bino. Dans d'autres traditions, le papa te dira ceci: mwana oyo banda kalazaka na maboko na ngai. Yonde banda lelo komi tata na ye. Et là c'est nini? Abela, Azamalam, Alia, toi Aliate et Talindeyo. Est-ce que tu es prêt à assumer toutes ces responsabilités? Si tu te sens capable, là on peut dire que tu es prêt. Mais si tu n'es pas encore prêt, non, faut pas prendre quelqu'un d'autre en charge. Parce que une femme, azaka kate au moni fleur, non. Fleur n'y se sent à entretenir. Et quand tu n'arrives pas à le faire, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Donc, un homme responsable, d'abord la responsabilité, la maturité, tu dois être en mesure de gérer tes émotions. Parce que tout ça, c'est des émotions, surtout qu'on va gérer. Par exemple, les kanda. Par exemple, tu peux venir, tu trouves ta femme, à côté de kanda, mais tu dois maîtriser la chose. Et tant qu'un leader, tu dois être en mesure de maîtriser la chose. Et tant qu'on maîtrise en côté, c'est à ce moment-là que ça peut tout faire capoter. Donc vraiment, je trouve que l'homme a beaucoup de choses aussi à faire, beaucoup de choses à apprendre avant de s'engager dans le mariage. Parce que pour ne pas toucher la partie sexualité, parce que parmi les parties aussi les plus importantes dans les mariages, c'est là vraiment que les chrétiens échouent parce qu'ils confondent la spiritualité et tout ce qui est physique. J'aime boire de l'eau. J'ai entendu parler que moi, si peut-être à sonner la ménage, dans Kolamba et tout, et ça manque à respect. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci encore pour cette question. D'abord, qu'est-ce que vous appelez par les manques de respect? Quand on appelle, tant balobi que moi c'est Aza Lisungi, Aza aide semblable. D'abord, un bon chef, c'est celui qui est capable, c'est celui qui est prêt à servir, pas à se servir. C'est ce que Jésus a fait, non? Quand tu pars en Éphésiens 5, au qui à partir à verset 22, tu vas voir que, comme étant un bon mari, il s'est donné un sacrifice. Il a commencé d'abord par se sacrifier lui-même. Donc, un bon chef, un bon leader, c'est celui qui oriente, c'est celui qui est capable d'abord de se sacrifier lui-même avant d'attendre le sacrifice des autres. Donc, aider sa femme pour les travaux des ménages ou tout ça, ça, c'est encore rien, étant qu'un chef. Ça, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Parce que nous sommes qu'un. Si ton corps est mon corps, je n'aimerais pas voir ma femme en train de souffrir, en train de faire beaucoup de choses. Si moi, je suis là, je peux l'aider. Ça ne me diminue pas. Être chef ne veut pas dire ne pas faire ou bien ne pas aider. Ça ne te diminue pas. Par contre, ce qui te diminue, c'est quand tu n'aides pas ta femme, que tu deviens un mauvais mari, un mauvais chef. Un chef, c'est quelqu'un qui est un exemple, un modèle. Donc, on reconnaît un chef par des actes. On reconnaît un chef par des actes, ça c'est très important. On ne reconnaît pas un chef parce qu'il est là en train de gronder sur tout le monde, il est là en train de crier sur les enfants, mais on reconnaît un chef par des actes, par ce qu'il est capable de faire, par ce qu'il est capable de générer, par ce qu'il est capable de produire. Parce que tout le monde à la maison vous suit, vous regarde. Quel est l'exemple que papa donne? Qu'est-ce que papa fait?
Même ta femme doit être en mesure. Parce que c'est pour cela, si tu veux mieux connaître un homme, il faut demander à sa femme. Oui. Parce que nos mamans, elles ne nous connaissent même plus mieux que nos femmes. Et ça, basi na biso nde bayebi biso malamu. Un bon témoignage, même des hommes de Dieu. Soko lingoye ba témoignage à mosala nzambe, tout na mwasi na ye. Parce que, oh, il y a ça à Kaliboso devant Bino, peut-être ça va semblant. Mais mouton est bien malamu, ça mwasi na ye. Yes. Et un bon témoignage doit venir d'abord de ta femme. C'est pour cela que nakala, bako komisa yo di akrété, soko zo ko tenir ndaku na yo te. Tu dois d'abord être en mesure ya ko tenir ndaku na yo pour obima libanda pour olobela batu mususu. Donc un homme qui sait tenir sa maison, un homme qui a une bonne réputation à sa maison peut être capable de diriger aussi la société. Alors maman Aïcha, si tu nous suis, on va parler après ça. Je vais dire quelque chose. Quand on parle de l'autorité, Yeah. quand on dit l'autorité, l'homme doit avoir l'autorité. Lidérer, c'est la posture, la voix, ça la boye. Donc, quand on voit l'autorité, c'est... Donc, aujourd'hui, Pondo. Oh, quand on dit, comment exercer cette autorité-là? Comment exercer la leadership sans l'autoritarisme? Ah, voilà. La dictature. Ouais, c'est ça Parce que l'autoritarisme. l'autorité, c'est... L'autoritarisme. Yeah. L'autoritarisme. Comment on peut... Tu es leader, tu es un bon leader, mais tu n'es pas... Yeah. Yeah. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais dit au départ. Et j'ai dit ça, j'ai pointé quand je pointais Elisabeth, que j'aime bien appeler ma fille. Un chef, tu as le pouvoir. Mais le pouvoir, il faut savoir les gérer. Il faut savoir, utiliser le pouvoir. Parce que c'est un couteau à double tranchant. C'est vraiment un couteau à double tranchant. C'est ce que j'avais dit, que la femme a les gènes de la rébellion. Il ne faut pas révéler les gènes de la rébellion. Il ne faut pas révéler les gènes de la rébellion à la femme. Pour ne pas révéler les gènes de la rébellion à la femme, entre autres, il faut éviter d'être un dictateur. Un dictateur, c'est qui? C'est quelqu'un qui impose des choses. Dans le mariage, on n'impose pas les choses. Dans le mariage, on collabore. On collabore. Donc, il faut aussi écouter les idées de l'autre. Si c'est bon, vous les mettez en application, ça marche. Parce que vous êtes intime. Vous êtes intime. Et lorsque l'homme tombe, la femme tombe directement. Regardez un peu l'histoire d'Aman. C'est Aman qui est allé chercher Mardoché. C'est Aman qui est allé chercher les Juifs. Mais quand Aman était tombé, il était tombé directement avec sa femme. Oui. Il était tombé directement avec sa femme. Quand ta femme te dit qu'elle ne fait pas ça parce que ce que toi tu fais, ça engage la maison. Ça peut faire tomber la maison. Tu dois l'écouter. Ce n'est pas parce que tu es chef. Tu dois être tyrannique. Non. La maison ou les couples, là où vous vivez, ça doit être l'endroit où on appelle, c'est un cité de refuge. Ça doit être un endroit où tu dois te sentir beaucoup plus à l'aise que partout ailleurs. Oui. Donc ta maison, quand ta femme est en dehors de la maison, elle doit être mal à l'aise pour rentrer vite chez elle. Parce qu'elle sait que chez elle, à la maison, quand elle est là, c'est la paix. Quand elle est là, c'est pas la guerre. Quand elle est là, c'est pas un ring de boxe. Mais quand vous établissez une maison comme ça, une maison qui donne la joie de vivre, une maison où vous êtes en paix, une maison où vous êtes dans la joie, ça fera que la femme est sensible à ces choses-là. La femme va t'obéir dans tout ce que tu feras ou dans tout ce que tu diras si tu lui montres l'amour, le respect, l'affection, la tendresse. Si tu utilises toutes ces armes-là, la femme te suivra partout où tu iras. Tout ce que tu diras, elle fera ça. Mais si tu es seulement un homme tyrannique, tu es seulement un dictateur, tu vas réveiller les gènes de la rébellion qui est à la femme. Et là, tu ne sauras plus supporter la femme. Wow. En tout cas, c'est chaud. Tu as quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelques questions à poser. No money, no marriage. Quand on dit côté de l'argent, parce qu'il y a beaucoup, il y a un slogan que je vois beaucoup dans les réseaux sociaux, partout, principalement aux femmes. My money is my money. My husband money is our money.
Est-ce Donc, que... mon argent, c'est mon argent. L'argent de mon homme, c'est mon argent. C'est C'est notre. notre. Est-ce qu'on peut d'abord prendre un chiffre à ce pour... Vraiment, ça, c'est très intéressant. Est-ce que le parti argent là, comment on peut gérer ça? Parce que ça peut aussi créer des troubles au mariage. Parce qu'on Non, voit pas ça ici, peut, ça crée. ça crée ici. crée Nous des sommes dans les troubles. États-Unis. Ici, les gens qui nous voient nous sont en train de nous suivre ici. Nous sommes dans un pays où l'homme travaille. La femme aussi travaille. L'homme fait overtime, la femme aussi fait overtime. L'homme a full-time job, la femme aussi a full-time job. Maintenant, Alors, moi, je vais répondre un tout petit peu dans notre société traditionnelle. Dans la société traditionnelle, la femme était une femme au foyer. La femme restait à la maison et c'est l'homme qui travaillait. Alors ça créait toujours cet équilibre-là. Parce que on dit que la main qui donne est toujours supérieure. Quand l'homme donne, il est supérieur. Et tant que chef, le chef a la responsabilité de prendre en charge sa maison. C'est ce que j'avais dit, que quand tu quittes la maison ou tu quittes le cocon familial, tu quittes la maison de tes parents, tu dois d'abord être indépendant financièrement. Tu ne dois pas rentrer chez papa et maman. Donc, quand un homme prend la décision de se marier, l'homme doit se mettre en tête d'abord que la femme est sous sa responsabilité. La femme, c'est sa charge. Les enfants, c'est sa charge. Ce n'est pas la charge de la femme. C'est la charge de l'homme. Ça, c'est dans la société traditionnelle que nous étions hier. Donc, quand un homme travaille, la femme était au foyer. L'homme qui était les providers, c'est l'homme qui venait avec tout à la maison. Il nourrissait la maison, il faisait tout pour la stabilité de la maison. Mais actuellement, dans la société moderne, la femme travaille et l'homme travaille aussi. Alors, quand l'homme et la femme travaillent, moi, je me dis, l'homme et la femme ne forment qu'une seule personne. yes. Et quand vous êtes qu'une seule personne, pourquoi avoir des comptes différents? Moi, je vais donner un exemple. La carte bancaire de ma femme, c'est moi qui... Compte nangai yambongo nanga tango ekweyaka, yé pas na téléphone. Tout ça na compte moko. De là qui c'est que quand je fais des dépenses, elle voit ce que je fais. Le mariage, c'est qu'on dit que le mariage, c'est pas pour les petits enfants. Le mariage, c'est pour les gens, les hommes et les femmes matures. Quand vous atteignez une certaine maturité, de savoir l'importance ou le pourquoi de vos engagements, certaines choses, ça ne sera même pas à débattre. Ça ne sera même pas des matières à discussion. Parce que comment voudriez-vous évoluer si la femme et l'homme travaillent et vous ne mettez pas d'argent ensemble? Si vous ne faites pas un budget, vous ne faites pas un plan pour votre demain ensemble. Si chacun garde quelque chose pour lui, si chacun a des secrets, vous n'allez pas évoluer. Pour bien évoluer, il faut être ensemble. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit que l'homme ne soit pas seul. Quand l'homme n'est pas seul, la femme est là. L'ensemble, vous mettez tout ensemble, vous allez vite progresser. Que quand chacun va de son côté, 50, vous allez en ordre dispersé. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes plus efficace et plus fort. Donc, un couple qui met ses finances ensemble est plus efficace et plus fort. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes pas à la faveur. Vous êtes 50-50 ou Ah, je comprends. Je comprends là où vous êtes. Moi, je ne non, suis pas... vous avez déjà, déjà répondu à ces questions-là et c'est bien répondu, mais je voulais jusqu'à savoir, je ne sais pas si c'est votre question aussi. Oui, peut-être. Je comprends. Comment les charges seront réparties, oui, vraiment. Ça, c'est encore une très bonne question. Les charges ne peuvent pas être réparties. Okay. Vous ne pouvez pas répartir les charges. Quand vous faites ça, vous êtes un mauvais leader, un mauvais chef. Yeah. Un bon chef, c'est celui qui met les armes ensemble. C'est là que vous allez prendre des décisions ensemble. Vous n'allez pas donner les charges qui sont les vôtres à la femme, parce que la femme n'est qu'une aide semblable. Elle vient avec ce qu'elle a, elle met sur la table. C'est les chefs, ensemble avec la femme, qui vont prendre une décision, savoir quelles sont les priorités de la maison. Mais tu ne diras pas à ta femme que, bon, comme ton salaire est là, toi tu paies la maison, moi je vais acheter la nourriture. Non, c'est ta responsabilité. Si la femme peut le faire, elle peut le faire étant qu'aide. Étant qu'aide. Maintenant, cette femme-là que tu as donné la responsabilité de payer, par exemple, ta maison, ou bien d'acheter ta nourriture, les jours qu'elle sera plus en mesure de travailler.
Parce que ce sont tes responsabilités. Si la femme est en mesure de le faire, c'est parce qu'elle est là pour t'aider, parce qu'elle est l'aide semblable. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas son travail. Vous allez voir tout simplement que dans le couple où la femme qui devient le provider, ou la femme qui devient ça crée un déséquilibre. Ouais. La femme n'a pas été créée pour être la source de finances de la maison. Quand la femme devient une source de finances de la maison, l'homme commence à perdre l'autorité. Parce que la Bible le confirme. La Bible, quand la Bible parle de quelque chose, il connaît le début et la fin. Donc tu peux dire aujourd'hui que ma femme est différente. Non. Elle est différente aujourd'hui, attends-la après 5 ans. Avec le même rythme, attends-la après 10 ans. Si elle va continuer toujours à être la même femme que tu connaissais. Yeah. La femme n'a pas le manteau, il n'a pas l'étoffe de porter la finance de la maison. Une femme qui porte la finance de la maison commence à prendre la place de l'homme, commence à prendre de l'autorité sur l'homme. Donc moi je dirais, au moins que l'homme soit malade, au moins que l'homme soit à l'incapacité de travailler. Mais tant que tu as encore la possibilité de travailler, fais tout pour être les chefs, même financièrement. Les chefs, vraiment, vraiment. En tout cas, parce que la partie financière, vraiment, c'est très important. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Mais... c'est ce qui tue les mariages ici aux États-Unis. Et ici aux États-Unis. Et aussi, j'ai remarqué que les jeunes évitent de parler de ça pendant les fiançailles. Ce sont vraiment des questions aussi à poser. Yeah. C'est un sujet vraiment à débattre pendant les fiançailles. Comme on est ici aux États-Unis, il faut y avoir crédit score. Il y a partenaire, donc, vous allez en appeler mon financier, ensemble. Parce que le finance, on est matérialiste, jusqu'à présent même. Mais une fois que parce que je suis mariée, je suis dedans, j'ai vu que le finance, vraiment, c'est très important. Il faut vraiment parler du finance. Il faut marteler sur ça. Yeah. C'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux hommes qui aiment faire 50-50? Non, c'est pas vraiment bon, c'est pas du tout bon. Quand vous commencez à faire ça, l'homme, quand tu commences à demander à ta femme de faire 50-50 avec toi, sache-le que tu es en train de vendre ton autorité comme Ésaü a fait avec Jacob. C'est vraiment pas du tout bien. Il ne faut pas demander à la femme ce qui n'est pas sa responsabilité. Parler des finances avant les mariages, c'est quelque chose de très important, de savoir comment est-ce que vous allez marcher avec les finances. Parce que c'est un point très capital qui est en train de détruire beaucoup de couples aujourd'hui. Lorsque vous ne marchez pas dans la transparence avec les finances, lorsque vous ne mettez pas tout dans le même panier pour pouvoir savoir comment est-ce que vous allez gérer ça, ça devient un sérieux problème. Moi, je vais donner un exemple typique dans mon couple. Nous mettons tout ensemble. Et c'est à ce moment-là que nous allons savoir qu'est-ce que nous allons faire avec l'argent. Parce que même ma femme, nous sommes ici, elle ne transfère pas l'argent dans sa famille si moi, je ne le sais pas. C'est moi, par contre, c'est moi qui fais des transferts. Ma femme n'a jamais fait des transferts. Elle ne connaît même pas où ça se trouve, ces agences qui fait des transferts. Donc, c'est moi qui c'est moi qui part souvent faire des transferts. Parce que si c'est sa famille, c'est pour cela que j'avais dit au départ, tant au bali moi na bato bali kayete, au bali batata moi si, au bali banoko na ye, au bali bangonyon so bali bango. Donc quand il y a un problème dans sa famille, c'est pas à elle, mais c'est à toi qui es le leader. De dire qu'il y a un tel problème, alors on doit envoyer tel montant. Ensemble avec ta femme. Et vous envoyez, vous faites des transferts. Quand il y a un problème dans ta famille, ta femme aussi peut aller faire les transferts à ta place. Parce qu'elle, c'est sa famille adoptive. Elle doit entrer dans cette famille-là. Elle doit s'intégrer dans cette famille-là. Comme moi, je cherche aussi à m'intégrer dans sa famille. Donc, c'est vraiment très important de mettre les finances ensemble. Cette transparence-là, c'est très important parce que quand vous ne faites pas ça, ça tue les couples. Tôt ou tard, ça va vous tuer. Nous sommes presque déjà chuté notre émission. En tout cas, merci beaucoup. J'ai des questions pour chuter. Si maman Elisabeth n'a pas plus de questions, je m'ai posé des questions, après on cheat. En tout cas, là, je suis en train de réfléchir. Il y a beaucoup de choses qui c'est un sujet large. Je pense qu'on va faire une partie tour aujourd'hui. Je pense surtout du côté finance. On va faire une partie tour de cette émission. Surtout du côté finance. Moi, en tout cas, du côté finance,
c'est vraiment la part. C'est pas que depuis le début, ça m'a pas intéressé, mais comme j'aime l'argent, alors, du côté finance, ça m'a vraiment, ça m'a tellement rêvé, je peux vous dire. Et aussi, tu as une bonne idée de faire le part 2. Oui, j'ai même pas. Se concentrer sur le finance. C'est pour les finances. Je vais dire maintenant, quels sont les signes? On a vu les signes. Tu nous as parlé des signaux, des choses qui montrent que l'homme est prêt pour le mariage. Maintenant, quels sont les red flags, les signaux qui montrent que même si c'est votre fils qui veut se marier, vous dites non, ne te marie pas encore, tu n'es pas prêt. Quels sont les red flags, les signaux qui montrent clairement qu'un homme doit attendre, n'est pas encore prêt pour le mariage? Parce que nous sommes dans une société que les hommes sont prêts à se marier. Maintenant, quelles sont les choses? Slow down, tu n'es pas encore prêt. Ce sont les mêmes choses ou les mêmes signes qui montraient que l'homme est déjà devenu mature. Quand l'homme, le messier en question qui veut se marier n'arrive pas en fait, à accomplir ces signes-là, on dira qu'il n'est pas prêt. Parmi ces signaux, je vais donner un exemple. Tu es encore chez toi, chez vous, à la maison de ton père et de ta mère, tu dis que tu vas te marier. Non, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Car l'homme doit quitter. Regarde, même les oiseaux, la nature doit nous enseigner. L'aigle, quand l'aiglon commence à avoir les ailes, l'aigle pousse l'aiglon. Il pousse son petit du nid. Et quand il voit que le petit est en train d'essayer de voler, dès qu'il prend son envol, il lui laisse aller faire sa vie. Donc tu ne peux pas être dans la même maison que ton père et dire que tu vas te marier. Quand tu quittes, c'est à ce moment-là que tu deviens mature, tu deviens responsable. Tu deviens prêt maintenant pour prendre en charge une autre personne. Donc, vraiment, un homme est prêt pour le mariage ou un homme n'est pas prêt pour le mariage, c'est lorsqu'il est encore lié à la maison de son enfance, à la maison de son père et de sa mère, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Quand tu es encore lié à la maison de ton père et de ta mère, c'est que tu n'es pas encore prêt pour vivre avec une autre personne. Est-ce qu'il y a le facteur âge aussi? Parce qu'on peut voir que non, un homme a 25 ans, 24 ans, 28 ans. Merci. C'est ce que j'avais dit au départ. J'avais parlé sur la maturité précoce et la maturité tardive. Les femmes ont cette chance-là que je peux appeler d'avoir la maturité précoce. Les femmes sont plus mûres, plus matures précocement par rapport aux hommes. Vous allez voir par exemple un homme de 45 ans, mais qui manifeste la maturité d'un homme de 15 ans. Tu ne peux pas comprendre ça. Comment est-ce qu'un homme de 45 ans qui est marié, mais qui laisse ses enfants et sa femme, à quel côté il n'est pas moussous? Est-ce que cet homme-là, il est mature? Non, pas même. Mais il a 45 ans. Donc pour moi, la maturité, ça ne vient pas avec l'âge chez l'homme. La maturité, ça dépend de beaucoup de facteurs. Un homme qui a vécu dans une maison où maman était seule atteint la maturité plus vite qu'un homme qui a vécu dans une maison où papa et maman étaient là. Right. Un homme qui est né, qui était le premier-né, et un homme qui était le dernier de sa famille, ils ont vraiment une différence de maturité. Vraiment, vous allez remarquer ça dans la société. Je ne dis pas qu'il y a des cas exceptionnels, bien sûr, mais cela est vraiment très courant. C'est un monnaie courant. Merci, Elisabeth. Donc l'âge n'est pas un problème pour la maturité. Vous allez voir des garçons de 18 ans qui sont très mûrs et très matures par rapport aux hommes de 40 ans, 50 ans, et qui ne manifestent même pas la maturité par rapport. So much. Alors, pour ceux qui se marient, les hommes qui se marient, mais ils prennent leurs femmes et ils habitent dans la maison de leurs parents. Ah, ça c'est... Oui, il y a des cas pareils. Il y a plusieurs cas pareils. C'est vraiment ce que nous avons parlé, c'est typique. Je pense que c'est inacceptable pour toi femme, d'accepter un homme qui te marie et qui... Parce que quand on est dans les fiançailles, c'est parmi les choses qu'on arrive à vérifier. Tu habites où? Quand je te demande tu habites où, tu ne me diras pas que je suis chez mes parents. Quand tu es chez tes parents, quand tu es chez tes parents, tu n'es pas encore prêt pour prendre une autre personne. Parce que où tu vas mettre cette personne-là? Dans ton lit d'enfance? Là où tu dormais quand tu étais encore bébé? Vraiment. C'est de l'immaturité. Moi, je trouve que
au moins on était sorti de la maison de son père, mais on a eu des petits problèmes du boulot, alors on n'a plus là où aller, on peut revenir pour un temps, pour prendre de l'envol, pour prendre encore de l'élan. Mais ce n'est pas dans la maison de ton père, là où tu es né, là où on t'a conçu, c'est là que tu viendras avec ta femme. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces cas. Beaucoup, alors. C'est aussi un message vraiment pour eux de faire un effort de quitter. Non, ce n'est pas du tout bien, pas du tout bien. Quand vous êtes vraiment dans ces lots-là, ce n'est vraiment pas quelque chose à souhaiter, ce n'est pas quelque chose de bien, parce que vous allez pratiquement à la contre de la Bible. Parce que quand la Bible dit que dès que vous comprenez que c'est celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, tu dois conjuguer les verbes quitter. La conséquence doit suivre, c'est pourquoi l'homme quittera. Donc tu dois quitter. Quand tu ne quittes pas, tu es même à l'encontre de ce que la Bible dit. Et quand tu ne quittes pas, tu es toujours là, tout de toi est là. Tu t'imagines spirituellement. Tu es un enfant qui est venu avec une autre fille à la maison. Tu es un enfant qui est venu avec un autre enfant à la maison de papa et maman. Et vous commencez à faire des enfants. Vous commencez à faire des petits bébés encore là-dedans. Donc, En franchement... tout cas, merci pour tout ce qui nous a suivis. Vraiment, on a déjà été discuté pour la conclusion. Je vais donner la parole à maman Elisabeth. Avant, une dernière conclusion. Nous sommes déjà en train de descendre. Une dernière chose, quel conseil pouvez donner à les jeunes qui nous suivent aux États-Unis, les jeunes qui inspirent au mariage, comme moi, qui sont encore là? Quel conseil pouvez donner aux jeunes garçons ici aux États-Unis, au monde qui nous suivent, qui sont en train de se préparer, qui aspirent à se marier aussi? Vraiment, ça, c'est une très bonne question. Les mariages, moi, je dirais que ce n'est pas ce que nous voyons en apparence quand on est dehors. Les mariages, ce n'est pas quand vous voyez un couple se tenir main dans la main, vous pensez que tout va bien. Ce n'est pas ça, les mariages. Les mariages, ce n'est pas les je t'aime, ce n'est pas l'amour. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu dans les mariages. Pour faire un bon mariage, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et parmi ces choses qui est très capitale dans les mariages, nous avons le pardon. Nous avons le pardon. Dans les mariages, il y a ce que nous appelons, il faut faire des conciliations. Il faut se concilier. Donc, il ne faut pas être catégorique. Il ne faut pas être catégorique. Oyo lobi yango kaka non. Yoka moninga, ayena ide bo sangisi, bo tali na balance, eza malam et vous marchez. Il faut faire des compromis dans les mariages. Il faut faire des compromis. Parce que moi, si ayena caractère na ye, yo oyena caractère na yo, yabinomi balé, peut-être ko balanate. Mais vous devrez faire tout pour trouver un terrain d'entente. Et dans le terrain d'entente, il y a le pardon à l'intérieur. Il y a le merci à l'intérieur. Pour que vous puissiez avancer. Parce que quand vous n'êtes pas humble dans le mariage, binomi balé boza likolo, boko umelate boko panzana. Parce que soki moko amati musu fo akita. Boko zate binomi balé ait. So binomi balé bo mati boko panzana. De so moko amati musu akiti a ramener muninga et vous vendez sur une même table. C'est donc le mariage, les plus grands secrets du mariage, c'est les compromis, le pardon, écouter l'autre, accepter l'autre, ses défauts, ses qualités. Et quand tu regardes l'autre, ne regarde pas seulement ses défauts. Regarde plus ses qualités, ce qui fera que boum est là. Parce que tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que tu as aimé chez l'autre aujourd'hui, ça peut disparaître. Oui. La beauté est éphémère. Mais par contre, quand tu aimes l'homme intérieur, tu aimes la femme intérieure, cet amour-là va rester parce que l'homme intérieur change difficilement. Mais l'homme extérieur a la facilité de changer. Merci beaucoup. Elisabeth, toi, si tu es mariée, si vous voulez donner quelqu'un, dire mon collègue, celui jeune garçon qui aspire au mariage, selon votre expérience aussi, parce que vous avez aussi quelque chose, et vous faisiez la conclusion, parce que de moi, je pense que j'ai tout dit. Bon, en tout cas, je vous laisse la conclusion. Il faut vraiment se préparer, comme Papa Fortune l'a dit, sur le plan spirituel, financier, émotionnel, parce que ça joue un très grand rôle au sein du foyer. Et aussi pardonner. C'est vraiment difficile. C'est facile de le dire, mais pardonner là, c'est difficile. C'est difficile à faire. Il faut vraiment avoir ce grand cœur-là, toujours trouvé un terrain d'entente. Parce qu'il y a des fois où la mouti bouemon ke le nom et puis au kanda. Ça t'énerve. Il t'a rien fait.
fait, hein, le pauvre. Il t'a rien fait. Mais tu vois, c'est pas son visage. Il dit, mais il t'énerve. Donc, il y a aussi des fois, il se réveille, mais il n'a pas d'humeur. Il y a comme un tourne. Pourquoi il boude, pourquoi il est dans son coin, pourquoi il est enfermé. Mais Azan est dans humeur. Alors, il faut avoir un grand cœur pour supporter tout ça. Alors, chaque année ou chaque jour, on apprend. Et si vraiment il y a surtout le dialogue, la communication, c'est aussi très important dans le foyer. Et on apprend chaque jour. On vient d'apprendre avec Papa Fortune. Et puis, on apprend par des prédications, les conseils entre mère et fille ou bien dans la communauté. Ça ne manque pas. Via les réseaux sociaux aussi, on apprend toujours. Et il faut juste avoir un grand cœur et aimer son partenaire, aimer son être intérieur surtout. C'est très important. Right. Alors, Papa Fortune, merci pour votre présence. Merci à vous aussi. Nous allons vous demander de prier pour nous et de prier pour les jeunes qui nous suivent, afin que Dieu nous guide pour un choix d'un bon partenaire. Amen. Prions. L'Éternel, notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée pour parler de notre modeste expérience aux autres, pour partager notre expérience. Oh, le véritable Dieu, nous recommandons tous ceux qui sont en train de nous suivre partout, sur WhatsApp, sur TikTok, sur YouTube, Seigneur Dieu des armées, tous ceux qui aspirent au mariage, ô Éternel Dieu des armées, aide tes enfants, qui trouvent de bons partenaires, qui trouvent leur père semblable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que tout ce que nous venons de parler ici, que cela leur permette qu'ils puissent mettre ça en pratique et qu'ils puissent avancer. Car le mariage est une institution que toi, tu as institutionnalisée depuis le départ. Depuis le commencement. C'est toi qui es l'auteur du mariage. Seigneur Dieu des armées, nous ne voulons pas aller en dehors de ta parole. Mais laisse que tes enfants qui nous suivent à ce moment puissent être à l'intérieur de ta volonté. Que chacun de nous puisse faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je recommande tous mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Sois avec eux. Dans le nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. On se retrouve à la prochaine édition. Bye bye. Notre lot, chin chin. Bye.